Moi, j'ai obéi à la commande et donc Fabien m'a demandé, même si je vois pas trop comment il va faire pour organiser le débat, mais enfin ça va être son problème, de voir un peu les processus qui avaient favorisé la radicalisation de la contestation issue de 68 jusqu'au passage à la lutte armée. Donc d'une certaine manière, je vais intervenir sur peut-être le champ du signe de cette première culture politique que tu évoquais tout à l'heure, avec cette idée donc de l'importance de la conquête du pouvoir d'État, et là en l'occurrence par la voie armée. Alors, il y a évidemment quelques similitudes avec la situation actuelle, mais bon, c'est une période qui est révolue, notamment pour des raisons idéologiques sur lesquelles je vais revenir. Alors effectivement, à partir de la fin des années 60, s'est construite une cause révolutionnaire qui légitimait l'usage de la violence, y compris armée, et qui s'y préparait. Alors avec un ensemble à la fois d'un appareil de légitimation théorique de la violence, plus classique, marxisme-léninisme, anarchisme, etc., théorie de la libération, évidemment, à l'époque également, et puis également un recours pratique, recours à la violence, c'est un lieu commun de l'époque, et font partie alors des modalités ordinaires de l'engagement, les affrontements de rue, l'antifascisme militant, les actions exemplaires à l'encontre des militants des groupes d'extrême droite, de la maîtrise, de l'encadrement dans les usines, les attaques contre les forces publiques, les commissariats, les prisons d'arrêt, etc. Alors, parmi ces militants révolutionnaires qui tous, en dépit de ce que certains vont raconter ensuite, légitimaient le recours à la violence armée au nom du processus révolutionnaire, seule une minorité est passée à l'acte, mais on retrouve ces expériences dans de très nombreux pays, que ce soit les CCC belges, sur lesquels je n'ai pas travaillé, la brigade de la colère en Grande-Bretagne, les brigades rouges italiennes, la fraction armée rouge allemande, ou encore l'armée rouge japonaise, ou encore le Weather Underground Organization aux États-Unis. Alors là, comme on m'a demandé, on voir un peu à la fois rapidement les origines communes et puis également ce qui a contribué à ce processus de radicalisation qui va conduire une partie des militants, même si c'est une partie très minoritaire par rapport à ceux qui étaient prétendants en quelque sorte, qui aspiraient à ce processus, à passer à l'UTA. C'est la raison pour laquelle ce travail qui est issu maintenant d'une thèse ancienne, j'avais un peu renversé la question. Je travaillais sur la violence ouvrière et au nom de la classe ouvrière en France et en Italie. Comme vous le savez, en France, il n'y a pas vraiment passage à la lutte armée parce que Action Directe, c'est très différé par rapport à 68. Et puis une grande partie des groupes qui confluent vers Action Directe ne relèvent pas de ces groupes issus de 68. Alors qu'en Italie, on a ce qui est appelé les années de plomb, et j'avais un peu renversé la question, puisqu'en général, quand on pose ce type de questions, l'Allemagne, etc., on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu la lutte armée? Je me suis demandé pourquoi il n'y a pas eu la lutte armée en France. C'était plutôt ça qui m'intéressait. Et donc pourquoi sur l'ensemble des militants qui en appelaient à la révolution armée et qui s'y préparaient, pour certains en étant déjà dans des branches spécialisées, eh bien une grande partie n'y était pas passée. Donc, je m'étais intéressée donc plutôt aux Français et aux Italiens qui ne passent pas aux Brigades Rouges ou à Prima Linea ou à un autre des groupes. Alors les conditions sont assez similaires de développement de ces mouvements et s'enracinent évidemment dans la contestation de 68, qui est avant tout un phénomène générationnel qui incube dans l'université, avec très certainement l'émergence d'une conscience inédite de la jeunesse occidentale de former un groupe. Le premier à dire cela, c'est Morin, avant Hobsbawm, et puis sans doute qu'un des vecteurs en France de la constitution de ce sentiment d'appartenance à un même groupe, c'est Salut les copains. Alors ça fait rire quand je dis ça, parce que mais il faudrait un travail sur Salut les copains. Qu'est-ce que ça provoque, ou notre exemple que je reprends souvent, c'est que même en
en faisant des entretiens avec des militants de groupes armés, je leur demande c'est quoi leur premier engagement. En général, ils posent, enfin d'abord, ils ne se rendent pas vraiment compte, ils disent bon, c'est pas un jour, c'est même pas une année, c'est un processus donc de plusieurs années, mais en tout cas, leur premier acte de révolte, ils ne le situent jamais sur le plan politique, mais sur le plan personnel. C'est d'avoir porté des jeans, c'est d'avoir des cheveux longs, enfin ce genre de choses. Donc l'anti-autoritarisme, d'abord contre l'institution familiale. Et puis l'autre nouveauté, c'est l'existence de vecteurs nouveaux et ou accélérés de diffusion de ces protestations et des idées qui, là encore, favorisent l'émergence d'une culture juvénile de masse par le biais donc, de la musique, par le biais de la rébellion des styles de vie et par le biais de la solidarité internationale, au premier rang desquels la lutte contre le Vietnam. Et ça, c'est très clair que la dynamique de circulation des révoltes étudiantes qui ont souvent des ressorts très, très enchevêtrés, évidemment, des questions propres à l'enceinte universitaire, le refus d'être préparé à être les chiens de garde de la bourgeoisie, se mêle à la solidarité avec les peuples en lutte, ou aux États-Unis, avec la question évidemment de la situation des Afro-Américains, dans souvent des causes très très mélangées. Mais cette circulation des révoltes étudiantes à l'échelle de la planète, elle est très révélatrice du poids du contexte de la lutte contre le Vietnam, en commençant donc par les États-Unis, par Berkeley, et ensuite en se diffusant à Oxford et au Japon, à la RFA, avant d'arriver à la France. Alors cette solidarité avec un imaginaire, avec les peuples en lutte, va nourrir un imaginaire guerrier et va servir de propédeutique à l'émergence de manifestations offensives et de nouveaux types d'actions qui sont souvent inspirés par la guérilla urbaine. L'autre facteur, outre ce que je viens de dire, c'est la crise des organisations de gauche traditionnelles. Donc là, on a un effet miroir avec aujourd'hui, puisque c'est, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est, toutes choses étant égales par ailleurs, cette crise, nous la retrouvons aujourd'hui. Dans tous les pays, eh bien, ces groupes ont incubé dans la gauche traditionnelle, et cette gauche traditionnelle est secouée par des contestations internes dès le début des années 60. C'est par exemple l'opéraïsme en Italie qui se développera avec l'autonomie italienne au milieu des années 70, mais qui naît au sein du PCI, du Parti communiste italien, où ils naissent de l'apparition de groupes en marge des groupements intellectuels comme socialisme ou barbarie. Et tout, je vais prendre un exemple qui est le plus simple, c'est plus clair, c'est celui de la France, les groupes, celui dont tu faisais partie, la JCR ou l'UJCML, qui sont donc les maoïstes pour le JCML, trotskistes pour la JCR, viennent de l'exclusion, de la crise de l'UNEF et de l'exclusion de l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Et on retrouve ce phénomène dans tous les pays, qui renvoie donc à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'anti-autoritarisme qui constitue le moteur essentiel de la contestation. Et toutes les institutions sont mises à l'épreuve, sont mises en cause. La famille, je l'évoquais, le système scolaire, bien entendu, les institutions, avec une posture critique, mais également donc, toutes les organisations traditionnelles d'encadrement, par lesquelles en tout cas les leaders, les futurs leaders de ces groupes sont passés, donc que ce soit Parti communiste, social-démocratie ou syndicat. Et c'est cet anti-autoritarisme qui est à la base de l'esprit originel en quelque sorte de 68, avant que ne se fasse la greffe idéologique du marxisme, c'est-à-dire un maelstrom d'utopie libertaire matinée de freudisme, de romantisme révolutionnaire que l'on oppose aux perspectives tracées de se couler dans le bien-être matériel et la consommation.
entre parenthèses, on retrouve ce refus dans une partie de la jeunesse aujourd'hui, surtout de la jeunesse qui vient voilà, des milieux comme les nôtres, enfants d'intellectuels, etc., qui ont fait des bonnes écoles et qui rejettent l'école, mais qui vont par exemple participer au renouveau des expériences communautaires auxquelles on assiste aujourd'hui, ou au voyage à travers des lieux de visite, par exemple Notre-Dame-des-Landes, etc. C'était le plateau des Mille Vaches, etc. Donc cet escapisme, cette volonté d'échapper à cette société au nid, ne produit pas, pour le moment en tout cas, du tout les mêmes effets, mais on retrouve ce refus d'héritage en quelque sorte. Alors, les dynamiques de radicalisation, une fois installées en quelque sorte ces groupes, eh bien, on peut en repérer trois principaux. Le premier, je vais très vite, le premier, eh bien, tient à la dynamique même de la nouvelle gauche, enferrée dans des débats stratégiques sur les alliances à construire, sur des divergences d'appréciation de la situation, sur des conflits de chapelle et des conflits de personnes, souvent enrobés dans des conflits de virgules d'appréciation. Et toutes ces luttes vont produire des phénomènes de scissiparité, c'est-à-dire de scission ou d'exclusion successive au sein de ces groupes. Et la question de la violence est centrale dans ces phénomènes de scissiparité, en ce que on mesure sa valeur, sa sincérité révolutionnaire à l'aune de sa disponibilité à s'engager physiquement, à engager les corps physiques. Alors, on le voit là aussi dans tous les cas envisagés. Là encore, pour des raisons de temps, je vais me limiter au cas français, mais peut-être un peu au cas italien, parce que je les connais mieux, puis parce qu'a priori vous les connaissez mieux également, donc ça fait plus écho. Dans les deux cas, mais aussi au Japon, j'y reviendrai, la compétition entre organisations gauchistes a été un facteur déterminant de l'élévation des niveaux de violence. Et cette compétition permet d'ailleurs d'expliquer la synchronisation des tournants militaristes des principales organisations de l'époque, que ce soit la JCR, tu n'y étais pas encore? Non, c'était moi. Oui, on a 2 ans d'écart, moi je suis rentré qu'à la Ligue communiste. Donc, que ce soit la JCR ou que ce soit pour les Mao, essentiellement la gauche prolétarienne, entre 70 et 73. Le coup d'arrêt de cette phase militariste, c'est évidemment 73. L'autodissolution de la GP, la dissolution de la Ligue, et qui opère ensuite un tournant ouvrier. Et si l'on regarde le type d'action et surtout les débats, les productions internes de ces organisations, on voit très nettement cette logique compétitive et qui va avoir aussi pour effet de contribuer à l'affirmation des services d'ordre et à leur tendance, à ces services d'ordre, à s'autonomiser de la direction politique de l'organisation, ce qui va quelquefois contribuer à la crise des organisations d'ailleurs, et par ailleurs qui vont servir en quelque sorte de pépinière, c'est très clair pour les Italiens, de pépinière aux futurs groupes armés, puisque pour les militants italiens, à peu près 40% des militants des Brigades Rouges, de Primalines, etc., étaient passés par les services d'ordre des organisations légales de la même époque, notamment le Tenor Potere Operaio. Et cette valorisation du capital physique a été donc au principe de la formation de ces petits groupes soudés par l'expérience du combat et qui forge une communauté émotionnelle qui est aussi un début de spécialisation militaire en quelque sorte. Alors,
Bon, c'est pire pour la Sankakuren, enfin pour les Japonais, hein, puisque les groupes japonais étaient divisés en ce qui était appelé à l'époque des sectes, hein, qui se combattaient physiquement, hein, de même obédience, hein, mais qui se combattaient physiquement. Et par exemple, pour la seule année 69, hein, eh bien, il y a eu plus d'un millier de blessés et de morts dans des combats internes entre factions d'extrême gauche. Il n'y a que la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, qui échappe à ce schéma de l'élévation des niveaux de violence par la compétition entre groupes, hein, et la radicalisation, hein, allemande, elle obéit surtout à un deuxième facteur qui est le rôle de la répression. Alors, il peut s'agir d'une répression continue, hein, ou d'une brusque accélération, hein, qui va provoquer on appelle un choc moral et servir dans certains cas de rôle déclencheur direct à la prise d'armes. Deux exemples, cette fois-ci je ne vais pas prendre la France, hein, ni l'Italie, hein, mais d'une part évidemment l'Allemagne avec la mort d'un manifestant lors d'une manifestation de protestation contre la venue du chat le 2 juin 67, hein, c'était Benno Honzorn qui meurt, hein, sous les coups de la répression, hein, et qui va fournir en quelque sorte le premier martyr, hein, de la cause révolutionnaire, et qui d'ailleurs qui va former donc un tournant, hein, puisque bon, on connaît plutôt la RAF, la fraction armée rouge, la dite Bande Bader, mais le deuxième groupe armé allemand, ouest-allemand, c'est le mouvement du 2 juin qui reprend son nom justement le jour de ce premier martyr de la Révolution. Autre exemple, hein, c'est la transformation d'un des groupes du SDS états-unien dans ce qui va devenir le Wave Underground Organization. Le Wave Underground Organization décide du passage à la lutte armée en décembre 69, suite à l'assassinat extrêmement brutal, hein, des militants par la police, des militants du Black Panther Party, hein, Fred Hampton, Mark Clark, qui achèvent de renverser de faire passer l'État non plus simplement d'adversaire, mais à un État d'ennemi, hein, avec l'idée que l'État montrait enfin son vrai visage. La contribution de la répression au processus de radicalisation, elle peut se faire s'inscrire dans la durée, en quelque sorte, hein, là c'est plutôt le cas, hein, de l'Italie et du Japon, hein, avec très progressivement, hein, sur l'ensemble de la décennie, hein, une polarisation, hein, entre les forces de l'ordre et les jeunes. Et cette radicalisation, alors pas la France, parce que la France, il n'y a pas eu vraiment de répression en France, hein. Ça a été un facteur d'ailleurs d'apaisement considérable de ce processus de radicalisation. Pour donner simplement un exemple, lorsque Gesmar, qui était déclaré un des leaders de la gauche royale, déclaré comme ennemi public numéro 1, poursuivi par toutes les polices, etc., finit par être arrêté, il est condamné à 18 mois de prison. 18 mois de prison, ça ne conduit pas un individu éventuellement. Bon, je ne dis pas que c'est plaisant de passer 18 mois de prison, hein, mais bon, ça peut se faire. Quand en Italie, ça ne conduit pas à une radicalisation, parce que quand en Italie, un militant, simplement parce qu'il participe à un groupe armé, même s'il n'a rien fait, ou simplement parce qu'il a un tract d'une organisation armée, risque minimum 7 ans, on n'a pas tellement envie de se rendre dans ces circonstances-là. Donc on continue à se radicaliser parce qu'on profite en quelque sorte de la protection de l'organisation. C'est pour que les gens se rendent volontairement, hein, eh bien, il faut qu'ils aient des portes de sortie, quoi. Ce qui n'était pas le cas. Alors, cette radicalisation, hein, elle est d'autant plus probable et elle est d'autant plus forte lorsque la répression se conjugue à une contre-mobilisation. Ce que j'appelle pas moi particulièrement, ce qu'on appelle contre-mobilisation, hein, c'est le recours, la mobilisation de forces adverses
aux mobilisations en cours. Et au cours de cette période, c'est la contre-mobilisation, c'est la réactivation, l'activisme des groupes d'extrême droite. Et lorsque la répression et les groupes d'extrême droite semblent, alors, est-ce que c'est dans certains cas, ça va être avéré historiquement plus tard, mais semblent se conjuguer dans un dessein partagé, en quelque sorte, eh bien, ça favorise ce passage. Et là, c'était très clairement le cas du Japon et de l'Italie. Le Japon, pourquoi? Bien parce qu'on sait que les gangs mafieux et ultranationalistes se sont alliés avec des entreprises et une partie de l'appareil, comme Toshiba ou Hitachi, pour contrer les luttes sociales du moment et les groupes d'extrême gauche. Et puis, c'est le cas évidemment de l'Italie, où l'on sait, et maintenant c'est avéré, ça a été révélé d'ailleurs par Andreotti en 90, le plan Gladio, la stratégie de l'attention, c'est-à-dire la manipulation d'une partie des groupes révolutionnaires d'extrême droite par une partie de l'appareil d'État pour organiser ce qui est appelé en Italie les massacres d'État, et strage Stato, c'est-à-dire, commence en 69, des attentats indiscriminés dans des banques, dans des gares, de façon à acclimater l'opinion publique, saisie évidemment par la peur, au bienfait d'une fascisation du régime ou d'un coup d'État. C'est ça la stratégie de l'attention. Ce qui m'amène à la troisième variable, mais là je crois qu'il faudra que je le dise en 2 phrases. 5 minutes. 5 minutes, ok. Eh bien, c'est justement, est-ce que ça résonne, ce thème de la fascisation? Parce qu'en fait, le thème de la fascisation de l'État, contre lequel il faut bien prendre les armes, on le retrouve dans tous les pays. Car la première justification pratique pour se préparer à la lutte armée n'est pas offensive, même si il y a le modèle insurrectionnel léniniste qui est en arrière-plan. La première justification, elle est défensive. C'est-à-dire qu'il faut d'abord organiser donc des branches clandestines et s'armer pour prévenir un coup d'État, une fascisation du régime. Et ce thème de la fascisation des régimes, confronté à ce qui apparaît comme une contestation, à juste titre, en partie, alors on dirait globale aujourd'hui, internationale, en tout cas occidentale, enfin pas occidentale d'ailleurs, eh bien on le retrouve partout. On le retrouve par exemple aussi en France, puisque par exemple le débat de la fascisation fait l'objet d'un numéro des Temps modernes en 72 en France. Et pourtant, ça prend pas en France. Pas vraiment, on ne croit pas vraiment que le régime va se fasciser. Ça prend ailleurs. Ça prend notamment donc, en Italie. Ça prend également en Allemagne. Puisque la fraction Armée Rouge a poussé très loin l'analogie antifasciste qui arrive très tôt dans les lignes de Ulrich Meinhof dès 1965. Et par exemple, l'assassinat en 1977 du patron des patrons, Hans-Martin Schleyer, n'est pas justifié par la RAF parce qu'il est le patron, enfin aussi, parce qu'il est le patron des patrons, mais d'abord parce qu'il était un ancien SS. Alors comment on peut expliquer ça? Que ce thème de la fascisation s'impose dans certains pays, pas dans d'autres, pas en France par exemple, et conduisent donc certains groupes en tout cas à s'armer d'abord dans une perspective défensive. Ça tient à 2 choses. D'une part, à un niveau de diffusion des légitimations de la violence que l'on n'a plus du tout aujourd'hui. Là aussi, parce que j'essaie quand même de faire des passerelles, parce que là je me sens tellement... Donc, pour avoir travaillé un petit peu, parce que Fabien a raconté, j'avais travaillé aussi sur le mouvement altermondialiste, et un petit peu sur les franges, évidemment, les radicales du mouvement, les dits Black Bloc, dans les groupes dits Black Bloc, plutôt d'inspiration anarchiste ou libertaire, on retrouve une légitimation de la violence, mais contre les biens. On ne retrouve pas de légitimation du recours à la violence contre les personnes. On n'a pas ça du tout. On a évidemment, attaqué les grandes enseignes, on a libéré les territoires, l'espace d'un moment, c'est les zones autonomes temporaires d'Akimbe, mais on n'a pas allé flinguer un tel ou un tel. Alors,
En revanche, bon, au cours de ces années, hein, comme je le disais tout à l'heure, ça ne pose pas de problème. Hein. Il faut, après une relecture de ce qui deviendront les nouveaux philosophes, donc les anciens leaders de l'AGP, pour dire qu'ils étaient foncièrement pacifistes. Ça, c'est de la blague. Enfin, à l'époque, tout le monde... bon, il y avait une légitimation, une justification normative à la violence. Hein. Je disais, le marxisme, il y avait tout un catalogue hein, justifiant le recours à la violence. Hein. Coucheuse de l'histoire, etc. Il y avait des justifications instrumentales. L'idée que seule la violence paye hein, dans une société qui est bloquée. Hein, et qu'est-ce que... Enfin, cette idée hein, des justifications instrumentales, eh bien, renvoie, pour qu'il y ait un écho, hein, eh bien, il faut que les faits dénoncés, l'injustice, la répression, etc., soit vécu et que ça fasse écho aussi à une culture politique. Et de ce point de vue-là, hein, eh bien, ce qui est assez remarquable tout de même, c'est que les 3 pays qui ont été les plus touchés par ces processus de radicalisation, hein, ben, c'est l'Allemagne, c'est le Japon et c'est l'Italie. Ben, comme vous pouvez le voir, hein, eh bien, ce sont des pays qui ont connu le fascisme. Et c'est certainement pas sans lien ni avec la culture politique, ni avec les représentations négatives de l'État que partagent les militants de cette époque. Évidemment, maintenant, ça fait 50 ans, hein, mais les militants donc, de ces années-là, hein, ce sont de jeunes adultes hein, qui ont eu ce récit de la résistance, etc., et qui tous, alors, est-ce que c'est un roman familial ou pas? Comme ça, de toute façon, ça ne me regarde pas. Les sociologues, on s'en fiche, quoi, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, mais beaucoup de militants des groupes armés évoquent une figure tutélaire, qui est en général le père, ou pour les plus jeunes, ceux qui arrivent en Italie dans les années 60, enfin milieu des années 70, le grand-père. Pour l'Allemagne, hein, alors c'est pas trop la résistance, parce que bon, mais beaucoup de... Alors moi, je n'ai pas travaillé directement, je ne parle pas allemand, donc je n'ai pas interrogé les militants allemands. Hein, donc là, je vous dis ce qu'on raconte des collègues qui l'ont fait, hein, et qui ont émis cette hypothèse également du fardeau de la mémoire hein, de ces militants, hein, de ces militants allemands, hein, qui soit disent vouloir prolonger un engagement inaccompli, inachevé des grands-parents, hein, ou laver évidemment l'horreur hein, du nazisme. Et puis ce sont aussi des pays qui ont été vaincus et qui sont à l'époque dans une situation de souveraineté limitée, d'où la virulence particulière de l'anti-impérialisme et en particulier de l'anti-américanisme qui joue beaucoup hein, dans tous ces pays. Hein. Et d'ailleurs, un des ressorts de la mobilisation hein, des années 60, outre ce que j'ai raconté et qui est commun, hein, lutte contre le Vietnam, etc., la guerre contre le Vietnam, etc., lorsqu'il y a des ressorts proprement nationaux, hein, eh bien, ces ressorts proprement nationaux de mobilisation au début fin des années 50, début des années 60, hein, eh bien, se nichent toujours dans la question de cette souveraineté limitée, hein, puisque par exemple en Allemagne de l'Ouest, eh bien, ça commence par la dénonciation d'une législation d'exception qui permettrait à partir de 58, hein, de 1958, à l'Allemagne d'assurer sa propre sécurité après l'abrogation du statut d'occupation, hein, ou pour les Japonais, hein, bien c'est souvent sur les relations nippo-américaines que les mobilisations se succèdent à partir de la fin des années 50, hein, sur la question de la Corée, hein, sur la question des essais nucléaires que réalisent les Américains hein, sur la demande de la rétrocession de l'île d'Okinawa occupée par les Américains, etc. Hein. Et c'est la même chose hein, pour l'Italie, hein, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, une dénonciation de ce qui sera ensuite appelé le plan Gladio, inscrit dans le cadre de l'OTAN. Voilà très rapidement ce qui a conduit donc à cette radicalisation de cette dernière phase de la première culture politique, hein,
qui va peut-être faire le lien avec les émeutes, j'en sais rien. Et après, c'est de la responsabilité du grand organisateur. Je m'en occuperai. Merci Isabelle.